Chapitre 17. En quittant Nass, Poirot se rendit au village où, après s'être renseigné, il trouva le cottage occupé par la famille Tucker. Le coup qu'il frappa resta sans réponse un moment, car il avait été noyé par la voix aiguë de Mrs. Tucker. « Quoi que c'est que tu penses, Jim, d'entrer avec tes gros souliers sur mon beau lino ? Je t'ai dit 100 fois, je l'ai frotté toute la matinée, regarde maintenant !» Un vague grognement répondit, et la femme reprit. « T'as pas oublié, t'es trop pressé de prendre les résultats du sport à la teuse-feu. Et toi, Gary, qu'est-ce que tu fais avec ce bonbon ? Je veux pas des doigts poisseux sous ma théière. Marilyn, y a quelqu'un à la porte, va voir que c'est. » Le battant fut ouvert avec précaution, et une fillette de 12 ans environ jeta un regard inquiet à Poirot. Elle était obèse, avait de petits yeux bleus, mais promettait de ne pas être laide. « C'est un monsieur, cria-t-elle. Mrs. Tucker, dont les cheveux pendaient en mèche sur une figure rouge, approcha et demanda sèchement. « Qu'est-ce que c'est ? Nous n'avons pas besoin. » Elle s'interrompit et reprit. « Voyons, c'est-il pas vous que j'ai vu avec la police, le jour où... » « Hélas, madame, je vous rappelle des heures tristes, » répondit Poirot en franchissant le seuil sans hésiter. Mrs. Tucker jeta un regard inquiet sur ses chaussures, mais les souliers vernis de son visiteur n'étaient pas boueux. « Voulez-vous entrer, monsieur ?» dit-elle en reculant et en ouvrant une porte sur la droite. Poirot pénétra dans un petit parloir d'une propreté écrasante, qui sentait l'encaustique, le vernis, et dont le lourd mobilier d'acajou se complétait de 2 pots de géranium, d'un garde-feu en cuivre et d'une quantité de bibelots chinois. « Asseyez-vous, monsieur. Je me rappelle pas votre nom, je crois même pas l'avoir jamais su. »« Je me nomme Hercule Poirot. Je me suis retrouvé dans cette région et je suis venu vous offrir mes condoléances. J'espère que l'assassin de votre fille a été arrêté. » « Il n'y en a pas de trace, » répondit Mrs. Tucker avec amertume. « Et c'est un scandale, je vous l'affirme. La police donne pas de mal quand c'est qu'il s'agit de gens comme nous. D'ailleurs, à quoi qu'elle ressemble ? Si tous les agents sont comme Bob Hoskins, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas plus de crimes. Il passe son temps à ouvrir les autos qui sont parquées dans le terrain communal. » À ce moment, M. Tucker parut sur le seuil. Il marchait sur des chaussettes, était gros et rougeaud et avait l'air paisible. « La police est très bien, affirma-t-il d'une voix enrouée. Là, ses ennuis comme tout le monde. Ces maniaques sont pas faciles à dénicher. Ils ressemblent tous à vous et à moi. N'est-ce pas, monsieur ? » La petite fille qui avait ouvert à Poirot parut derrière son père, et un gamin qui devait avoir 8 ans se glissa la tête par-dessus son épaule. Tous dévisagèrent l'inconnu avec un vif intérêt. « C'est votre plus jeune fille, je suppose ?» demanda celui-ci. « Oui, c'est Marilyn. Et voilà Gary. Viens dire bonjour poliment. »« Les timides, » affirma sa mère. « C'est très aimable à vous, monsieur, de vous intéresser à la mort de la Marlène, » dit le père. « C'est une terrible affaire, pour sûr. »« Je viens d'aller voir Mrs. Folliot, » déclara Poirot. « Elle semble en être très bouleversée. »« Elle a été malade depuis, » répondit Mrs. Tucker. « C'est une vieille dame, et ça a été un coup dur pour elle, parce que ça s'est produit dans sa propriété. » Poirot nota, une fois de plus, la tendance à considérer Nass comme appartenant toujours à Mrs. Folliot. Tucker reprit. « Elle se sent un peu responsable, quoi qu'elle y soit pour rien. » Qui est-ce qui avait choisi Marlène pour représenter la victime ? La dame de Londres qui écrit les livres, affirma Mrs. Tucker. Poirot fit observer doucement. Mais elle n'est pas d'ici et ne connaît pas votre fille ? C'est Mrs. Masterton qui avait enrôlé les filles, et c'est peut-être bien elle qu'a proposé Marlène, reconnut sa mère. La petite était contente comme tout. Poirot eut, à nouveau, l'impression de se heurter à un mur. Toutefois, il comprenait maintenant pourquoi Mrs. Oliver l'avait fait venir.
Quelqu'un avait agi dans l'ombre et avait suggéré ses propres intentions à des personnes innocentes, telles que la romancière et Mrs. Masterton. Je me suis demandé, dit-il, si Marlène connaissait ce fou meurtrier. « Oh !» répondit sa mère d'un air scandalisé. « Elle ne connaissait personne comme ça. Votre mari a fort bien observé tout à l'heure que ces maniaques sont fort difficiles à démasquer. Quelqu'un a pu parler à la petite pendant la fête, ou même avant, et se montrer aimable de la manière la plus innocente. Peut-être lui faire un cadeau. »« Oh non, monsieur. Marlène n'aurait pas accepté de cadeau d'un étranger. Je l'ai mieux élevé que ça. » Poirot insista. Elle pouvait n'y voir aucun mal. Par exemple, s'il s'était agi d'une aimable dame. Vous voulez dire quelqu'un comme la jeune Mrs. Legge, qui habite le cottage du moulin? Par exemple. Elle a donné un bâton de rouge à Marlène une fois. J'étais furieuse. Et j'y ai dit, je veux pas que tu mettes cette saleté sur ta figure. Pense à ce que ton père dirait. Bah, elle m'a répondu, c'est la dame du cottage qui me l'a offert. Ça m'irait bien, qu'elle m'a dit. Faut pas écouter ce que racontent les dames de Londres, j'ai répondu. Elles peuvent se peinturer la figure si ça les amuse, mais t'es une fille sérieuse et tu continueras à te laver le museau à l'eau et au savon pendant encore longtemps. Je suppose qu'elle n'était pas de votre avis, dit Poirot en souriant. Quand je dis quelque chose, faut qu'on m'écoute, affirma Mrs. Tucker. La grosse Marilyn ricana et Poirot lui jeta un regard aigu. Puis il demanda. Est-ce que Mrs. Legge a fait d'autres cadeaux à Marlène? Je crois qu'elle lui a donné une écharpe qu'elle n'avait plus besoin. Du tape à l'œil mais de la camelote. Je connais les beaux tissus parce que je travaillais au château de Nasse quand j'étais jeune. Dans ce temps-là, les dames portaient de vraies étoffes. Pas des couleurs voyantes, ni tous nylon et rayonne. De la vraie soie. Et le taffetas de leur robe aurait pu se tenir tout seul. Les jeunes filles aiment bien des francs-freluches, fit observer Tucker avec indulgence. Et je déteste pas les couleurs vives. Mais je tolère pas cet affreux rouge à lèvres. J'ai été un peu brusque avec Marlène, murmura la mère dont les yeux s'embrumaient de larmes. Je l'ai regretté quand même. C'est qu'elle est partie de manière affreuse. Ah, nous n'avons plus que des peines et des enterrements. Un ennui ne vient jamais seul à ce qu'on dit, et c'est bien vrai. Vous avez eu un autre deuil? Interrogea poliment Poirot. Oui, le père de ma femme, expliqua Tucker. Revenait tard un soir dans son bateau, les 3 chiens. Il a dû glisser sur le quai et il est tombé dans l'eau. Pour sûr qu'il aurait pas dû sortir le soir, vu son âge. Mais les vieux veulent rien entendre, et il était tout le temps à bricoler sur le quai. Le père aimait toujours les bateaux, expliqua Mrs. Tucker, sans occuper du temps de M. Folliat. Il y a des années. Sa mort est pas une si grande perte, conclut-elle avec calme. Il avait plus de 90 ans, et il était souvent assommant, toujours en train de raconter quelque sottise. Il était temps qu'il parte. Mais il a bien fallu l'enterrer joliment, et 2 enterrements qui suivent, ça fait beaucoup d'argent. Ces réflexions d'ordre pratique échappèrent à Poirot, car un souvenir le frappait. Un vieillard sur le quai, je crois lui avoir parlé. Il s'appelait Bardell, monsieur. Mon nom de jeune fille. Il me semble qu'il avait été chef jardinier à Nasse. Non, c'était son frère aîné. J'étais la plus jeune, 11 enfants que nous étions. Elle ajouta, non sans fierté, « Il y a toujours eu des Bardell à Nasse pendant des années. Mais sont tous partis. Pas été le dernier. » « Il y aura toujours des Folliat à Nasse, » murmura Poirot. « Pardon, monsieur ? » « Je me répète une phrase que votre père m'a dit sur le quai. »« Oh, il disait un tas de bêtises. Fallait le faire taire souvent. » Donc, Marlène était sa petite fille. Je commence à comprendre. Poirot se tut un moment, en proie à une intense émotion, puis il demanda. « Votre père a donc été noyé ?»« Oui, monsieur. Il avait bu un coup de trop. Je comprends pas où c'est qu'il avait pris l'argent. Pour sûr qu'on lui donnait de quoi boire sur le quai quand il aidait les gens. Il était très malin pour me cacher des sous. Oui, j'ai peur qu'il ait bu un coup de trop.
l'a perdu pied en sautant sur le quai, l'est tombé et s'est noyé. Son corps a été rejeté à Helmouth le lendemain. C'est un miracle que ce soit pas arrivé plus tôt, vu son âge, et qu'il était à moitié aveugle. Pourtant, ce n'était jamais arrivé, murmura Poirot. Dame, les accidents y viennent un jour ou l'autre. Accident, répéta le criminologiste. Je me demande. Il se leva en marmottant. J'aurais dû deviner plus tôt. La petite m'avait presque dit. Pardon, monsieur. Rien, une fois de plus, je vous offre mes condoléances pour les morts de votre fille et de votre père. Il serra les mains des époux et sortit du cottage en pensant. J'ai été stupide, très stupide. J'ai tout examiné à l'envers. Monsieur! On l'appelait tout bas. Poirot se retourna et aperçut Marilyn qui se cachait dans l'ombre du mur. Elle lui fit signe d'approcher et dit tout bas. Maman ne sait pas tout. C'est pas la dame du cottage qui a donné l'écharpe à Marlène. L'avait achetée à Torquay avec du rouge et de l'odeur. Et aussi un pot de crème pour sa peau, comme elle avait lu une annonce. Maman ne le sait pas, ricana-t-elle. Marlène cachait tout ça dans son tiroir sous ses vestes de laine. Quand c'est qu'elle allait au ciné, elle entrait dans les Water, à l'arrêt d'autobus, et se fardait. Maman n'a jamais su. N'a-t-elle rien trouvé après la mort de votre sœur? Marilyn secoua sa tête frisée. Non, c'est moi qui ai tout mis dans mon tiroir. Vous me paraissez fort à droite, déclara Poirot. La petite sourit d'un air penaud. Miss Bird dit pourtant que je serais jamais reçu à l'examen de grammaire. La grammaire ne mène pas à tout. Comment Marlène se procurait-elle l'argent nécessaire à ses achats? Marilyn parut examiner une gouttière avec attention et murmura « Je sais pas. »« Je crois que si, » répondit Poirot en tirant 2 pièces de monnaie d'une poche. « Je sais qu'on fabrique un nouveau rouge à lèvres, très joli, appelé le rêve carminé. »« Doit être épatant, » dit la petite en avançant la main et en murmurant. Marlène espionnait un peu et voyait des choses. Si elle promettait de se taire, on lui faisait un cadeau. Vous comprenez? Je comprends, répondit Poirot en lâchant les pièces. Puis il fit un signe d'adieu à Marilyn et s'éloigna en répétant « Je comprends, je comprends », mais avec une intensité accrue. Tant de morceaux de puzzle s'ajustaient, mais pas tous. Mais il se sentait sur la bonne voie. Si seulement il avait compris dès le premier jour que la piste s'allongeait devant lui et qu'elle était facile à suivre. Ta première conversation avec Mrs. Oliver, quelques mots désinvoltes prononcés par Michael Weyman, la conversation significative qu'il avait eue sur le quai avec le vieux Bardell, une phrase limpide de Miss Brewis, l'arrivée d'Étienne de Sousa, étaient autant de jalons. Le bureau de poste du village était flanqué d'une cabine téléphonique publique. Poirot y entra, composa un numéro et entra en rapport avec l'inspecteur Blanc. « Comment, monsieur Poirot? Où êtes-vous »« À Nascombe. »« Mais vous étiez à Londres hier après-midi. Il ne me faut que 3h30 pour venir ici par un train rapide. J'ai une question à vous poser. »« Laquelle ?» Quel était le genre du yacht appartenant à Étienne de Sousa? Je crois deviner ce à quoi vous pensez, mais je puis vous assurer qu'il ne s'agit pas de contrebande. Il n'avait ni fausse cloison, ni espace caché, car nous les eussions trouvés et l'on ne pouvait dissimuler un cadavre nulle part. Vous vous trompez, mon cher. Ce n'est pas cela que je pensais. Je désire savoir si le yacht était grand ou petit. Oh, très élégant. Il a dû coûter une fortune. Tout neuf. Peint de frais et luxueusement aménagé. C'est parfait. Poirot semblait tellement content que le policier fut très étonné et demanda. Que voulez-vous dire? Étienne de Sousa est donc fort riche, ce qui est très significatif, mon bon ami, et cadre avec ma dernière idée. Vous en avez une? Oui, enfin, j'ai été très bête jusqu'à présent. Ce qui signifie que nous l'avons tous été? Non, moi surtout. J'avais eu une chance de me trouver en face d'une piste parfaitement nette et je ne l'ai pas vue. Tandis que maintenant vous avez une intuition sérieuse? Je le crois. Alors écoutez.
Mais Poirot avait raccroché. Après avoir fouillé ses poches pour y prendre de la monnaie, il appela le numéro de Mrs. Oliver à Londres. Cependant, se hâta-t-il de dire quand on lui eut répondu, « Ne dérangez pas cette dame si elle travaille. » Il se souvenait que la romancière lui avait un jour âprement reproché de l'avoir interrompu en pleine inspiration, ce qui allait priver le monde d'un fascinant mystère centré sur une ancienne veste tricot. Toutefois, le central téléphonique ne parut pas comprendre ses scrupules. « Voyons, interrogea l'employé. Voulez-vous la communication, oui ou non ?»« Je la veux, répondit Poirot, qui sacrifia le génie créateur de sa vieille amie à sa propre impatience. Il fut, du reste, soulagé lorsqu'elle répondit et coupa court à ses excuses. « Je suis ravi que vous m'appeliez. J'allais sortir pour faire une conférence sur comment j'écris mes romans, mais je vais pouvoir dire à ma secrétaire de téléphoner que je suis inopinément retenu. Mais je ne veux pas vous empêcher. Vous ne m'empêchez rien, affirma gaiement Mrs. Oliver. Je me serais rendu absolument ridicule. Comment peut-on décrire la manière dont on fait un livre? Il faut avoir une idée, puis se forcer à s'asseoir et à la transcrire sur le papier. Voilà tout. Pour l'expliquer, il ne m'eût fallu pas plus de 3 minutes. La conférence aurait pris fin et les gens n'auraient pas été contents. Je ne puis arriver à comprendre la rage du public à vouloir faire parler les auteurs. Leur rôle consiste à écrire, non à parler. Pourtant, c'est sur le même sujet que je voulais vous interroger. Interroger, mais je ne saurais sans doute que répondre. Un instant. J'ai mis un chapeau grotesque pour cette conférence. Je me gratte le front et il faut que je l'enlève. Il y eut un silence, puis la romancière reprit d'un ton de soulagement. Ne trouvez-vous pas que de nos jours, les chapeaux sont uniquement symboliques? On n'en met plus pour des raisons d'utilité. Avoir chaud à la tête, se protéger du soleil, se dissimuler aux yeux des personnes que l'on ne veut pas rencontrer. Je vous demande pardon. Avez-vous parlé? J'ai simplement poussé une exclamation. C'est inouï, vous me donnez toujours des idées comme le faisait autrefois mon vieil ami Hastings, que je n'ai plus vu depuis longtemps. Vous venez de me fournir un indice, pour un des aspects du problème. Mais laissons cela et permettez-moi de vous poser une question. Connaissez-vous un savant atomiste? Si j'en connais un, répéta Mrs. Oliver d'un ton étonné. Je ne sais trop, c'est possible car je connais des professeurs, mais j'ignore toujours de quoi ils s'occupent. Pourtant, un des suspects de votre course à l'assassin était un savant atomiste. Oh, je voulais simplement me montrer à la page. Vous comprenez, à Noël dernier, quand je suis allé acheter des cadeaux pour mes neveux, je n'ai trouvé que des jouets scientifiques. Alors, quand j'ai eu l'idée de la course à l'assassin, j'ai pensé, soyons modernes et prenons un savant atomiste comme suspect numéro 1. Si j'avais eu besoin ensuite d'employer un jargon technique, j'aurais pu avoir recours à Legge. Alec Legge? Est-il savant atomiste? Oui, il a étudié à Cardiff ou à Bristol, et c'est un chalet de vacances qu'il a loué sur la rivière Helm. En somme, je connais un savant atomiste. Et c'est probablement de l'avoir rencontré au château de Nass qui vous a suggéré l'idée d'en décrire un. Mais sa femme n'est pas yougoslave. Certes non, Peggy est aussi anglaise que possible. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette nationalité? Je ne sais pas, les réfugiés peut-être, ou les étudiants. Tous ces jeunes étrangers de l'auberge qui envahissent les bois et parlent mal l'anglais. Je vois. Oh, je vois bien des choses. Il est grand temps. Pardon? Il est temps que vous commenciez à deviner. Car jusqu'à présent, continua Mrs. Oliver avec reproche, vous ne me semblez pas avoir trouvé quoi que ce soit. On ne peut tout faire immédiatement, protesta Poirot. La police a été complètement désorientée. Oh, la police, répliqua Mrs. Oliver. Si une femme était à la tête de Scotland Yard... Reconnaissant la phrase, Poirot s'empressa de l'interrompre. L'affaire a été complexe, extrêmement complexe. Toutefois, je vous le dis en confidence, j'arrive au but.
Possible, dit Mrs. Oliver qui ne parut pas admirative. Mais en attendant, il y a eu 2 assassinats. 3, corrigea son interlocuteur. 3 ? Quel est le 3e ? Un vieillard nommé Bardell. Je n'en ai pas eu connaissance. Les journaux en parleront-ils ? Non, car jusqu'à présent, on a cru qu'il s'agissait d'un simple accident. Ce n'était pas un accident ? Non. Nommez-moi le coupable, à moins que vous ne puissiez en parler au téléphone. Il y a des choses dont on ne parle pas ainsi. Alors je raccroche, car je ne pourrais supporter l'incertitude. Attendez un instant, je voulais vous demander une autre chose. Qu'était-ce donc ? Voilà un signe de la vieillesse. Moi aussi j'oubliais des détails. Il s'agit d'un détail, effectivement. Il m'a tourmenté. J'étais dans la remise à bateau. Poirot se rappela ses souvenirs. La pile de journaux illustrés où Marlène avait gribouillé dans les marges. Il avait le sentiment d'une lacune. Et qu'il lui fallait en parler à Mrs. Oliver. « Êtes-vous toujours là, monsieur Poirot ?» interrogea-t-elle, tandis que le téléphoniste demandait une somme supplémentaire. Lorsqu'il se fut acquitté, Poirot reprit. « Êtes-vous toujours là, madame ?»« Je suis là, ne gaspillons pas d'argent à nous demander cela l'un à l'autre. Que vouliez-vous dire ?»« Quelque chose de fort important. Vous vous rappelez votre course à l'assassin ? » ?»« Bien entendu, nous n'avons pas parlé d'un autre sujet. » « J'ai commis une grave erreur. Je n'ai pas lu le résumé que vous aviez remis au concurrent. La gravité du crime m'a paru lui ôter tout intérêt, ce en quoi j'ai eu tort. Vous êtes sensible, madame. L'atmosphère qui vous entoure, les personnes que vous rencontrez, ont une influence sur vous et se transmet à vos livres. Peut-être pas d'une manière évidente, pourtant votre fertile cerveau en tire ses inspirations. Voilà qui est légalement exprimé. Mais que voulez-vous dire au juste ? Ceci. Vous en avez toujours su davantage au sujet du premier crime que vous ne l'avez compris. Maintenant, voici la question que je voulais vous poser. Ou plutôt, les 2 questions. Mais la première est très importante. Quand vous avez commencé à poser les jalons de la course à l'assassin, le cadavre devait-il être trouvé dans la remise ? Non. Où aviez-vous l'intention de le mettre ? Dans l'étrange petit pavillon d'été qui est dissimulé dans les rhododendrons près de la maison. Je jugeais l'endroit parfait. Puis quelqu'un, je ne sais plus trop qui, a insisté pour qu'on le trouve dans la folie. C'était absurde car on pouvait y entrer par hasard et le voir sans même avoir suivi la filière. Les gens sont si bêtes. Bien entendu, je n'ai pu accepter cette idée. Avez-vous coupé la difficulté en 2 et accepté le débarcadère ? Exactement. Je n'y ai pas vu d'inconvénient majeur, mais j'aurais préféré le petit pavillon. Autre chose. Vous souvenez-vous m'avoir dit que le dernier indice était inscrit sur un des journaux illustrés qu'on avait donné à Marlène pour la distraire ? Bien sûr. Était-ce quelque chose du genre « Albert sort avec Dorine ». George Porgy embrasse les touristes dans le bois. Peter pince les filles au cinéma. Grand Dieu, non ! S'écria Mrs. Oliver scandalisée. Cela n'avait rien de si bête. L'indice était tout à fait net. Regardez dans le sac à dos du touriste. Épatant, épatant, répéta Poirot. Évidemment, le journal devait disparaître, car il pouvait donner une idée à quelqu'un. Le sac était par terre auprès du corps, bien entendu, et je pensais à un autre sac. Vous me troublez les idées. Il n'y avait qu'un sac dans mon projet. Ne voulez-vous pas savoir ce qu'il contenait ? Du tout, répondit Poirot, qui ajouta poliment. Je serais enchanté de l'apprendre, mais Mrs. Oliver ne parut pas avoir entendu le dernier mot, et reprit avec fierté. Je crois que c'était fort ingénieux. Dans le sac de Marlène, qui devait être celui de la femme yougoslave, si vous me suivez. Oui, oui, répondit Poirot, qui s'attendait à s'égarer dans la brume. Il y avait la fiole de poison qui avait servi au châtelain à tuer sa première femme. Vous comprenez, la Yougoslave qui avait habité dans le château quand le colonel Blunt avait assassiné sa femme, pour en hériter.
La jeune nurse avait dérobé la fiole, elle était revenue pour faire chanter le criminel, et c'était la raison pour laquelle il l'avait tué à son tour. Est-ce que cela cadre avec vos idées ? Pas du tout. Cependant, je vous félicite, madame. Je suis certain que votre plan était si ingénieux que personne n'a gagné le prix. Mais si, très tard, vers 7 heures, une vieille dame obstinée, que l'on croyait gâteuse, a compris tous les indices et est arrivée triomphante au débarcadère. Bien entendu, la police s'y trouvait, et elle a été la dernière à savoir qu'un crime avait vraiment été commis. On lui a donné le prix. L'affreux jeune homme aux taches de rousseur, qui disait que je buvais, n'a jamais dépassé le bosquet des hortensias, conclut Mrs. Oliver avec satisfaction. Il faudra que vous me racontiez votre plan en détail. En réalité, je songe à en faire un livre, car ce serait dommage de ne pas en tirer parti. Environ 3 ans plus tard, Poirot lut « La femme perdue dans le bois » par Ariane Oliver et se demanda pourquoi certains détails et certains personnages lui paraissaient vaguement familiers.